Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde vidéo de cours portant sur la partie mécanique du programme de physique de première année de classe préparatoire et de première année de licence. Alors aujourd'hui, on va s'attarder sur le chapitre portant sur la dynamique du point matériel et donc les lois de Newton. Avant d'expliciter ces lois, on va définir ce qu'est la masse, la notion de masse et qu'est-ce que la quantité de mouvement. Donc, imaginons, on prend deux blocs de même volume, l'un composé de laine, l'autre composé de plomb. Donc il est évident que le bloc de plomb aura une masse plus importante du fait que la densité volumique du plomb est bien plus importante que la densité volumique de la laine, que la masse volumique, pardon, de la laine. Si on pousse cette laine sur un sol complètement glissant, par exemple une patinoire, et qu'on pousse ce même bloc de plomb, et ben on se rendra compte que pour mettre un mouvement, le bloc de plomb, il faudra beaucoup plus de force, il faudra beaucoup plus pousser pour pouvoir le mettre en mouvement. Et donc on va introduire donc la masse, qui est la grandeur qui permet de rendre compte de la difficulté à imprimer un mouvement sur un objet. C'est-à-dire que plus un objet est massique, plus il va être compliqué à déplacer, plus il faudra y mettre de force pour pouvoir le déplacer. Dans le système international, ça vous le savez, la masse est exprimée en kilogrammes. Une autre définition du coup qui découle de la masse, c'est c'est la notion de quantité de mouvement. Donc imaginons, on reprend notre bloc de plomb qui glisse sur une patinoire, donc de masse m. Ce bloc de plomb, on le fait avancer à une vitesse constante v, ou une vitesse, peu importe la vitesse v. On peut alors définir la quantité de mouvement comme le produit de la masse fois le vecteur vitesse. Donc c'est-à-dire que la quantité de mouvement est bien, euh, est bien un vecteur. Un système qui va être soumis à aucune interaction avec l'extérieur, donc imaginons que là il n'y a pas de frottement de l'air et que le frottement de la glace est parfait, donc il n'y a pas de frottement, alors le, la quantité de mouvement va toujours être constante. C'est une constante du mouvement. Maintenant, on reprend un peu ce qu'on avait fait pendant le premier chapitre et on va expliquer un peu ce que c'est le principe d'inertie et la notion de référentiel. Donc imaginons qu'on ait une personne dans un wagon qui lance une balle à une vitesse de 10 km/h. Cette dernier va voir donc la balle par rapport au passager aura une vitesse de 10 km/h. Imaginons que maintenant un passant soit au quai de la gare et voit le train avancer à 50 km/h. Et donc, la vitesse de la balle lancée par le passager du train par rapport au piéton, ça va être la vitesse de la balle par rapport au passager du train plus la vitesse du train. On a une composition des mouvements. Or, comme on avait vu au précédent chapitre, les deux descriptions sont valables. C'est pour ça qu'il faut préciser son point de vue, c'est ce qu'on va appeler un référentiel. Maintenant, la première loi de Newton, elle nous dit qu'il existe une classe de référentiel, c'est un type de référentiel qu'on appelle galiléen, tel que tout point matériel isolé soit un mouvement rectiligne uniforme dans ces référentiels. Alors c'est applicable pour les points qui sont isolés, c'est-à-dire que aucune force, imaginons là qu'on ait un point là, aucune force ne s'applique au point, ou alors pseudo-isolé. C'est-à-dire que si on a une force comme ça et une force comme ça, et par exemple T1, T2, et que T1 plus T2 sont égales à 0, alors on va considérer que le point est pseudo-isolé, et donc que le mouvement du point est rectiligne uniforme. Alors on peut mathématiser un peu cela, donc on note F de I, les différentes forces qui s'appliquent au système, alors si la somme des forces est égale à 0, alors le mouvement est rectiligne uniforme au niveau du centre d'inertie de notre système. Là, comme on a une dynamique du point, le centre d'inertie se confond avec le point lui-même. Et le mouvement rectiligne uniforme, en fait,
fait, c'est un mouvement qui est à vitesse constante. Et donc, à vitesse constante, si on prend v égale à 0, c'est un mouvement rectiligne uniforme à vitesse nulle. Mais la vitesse est constante, nulle étant une constante. Un résultat important de cette première loi de Newton, c'est que deux référentiels galiléens sont forcément en translation rectiligne uniforme entre eux. Ça veut dire en fait qu'il existe une infinité de référentiels galiléens. Donc prenons ce référentiel R là, et prenons un nouveau point, défini par le point rouge qui est là. Le point rouge, on dit qu'il avance à une vitesse v, uniforme. Alors, du point de vue du point rouge, le référentiel, c'est comme s'il avançait à une vitesse moins v. Donc il est aussi en translation rectiligne uniforme. Or, comme on sait que R est galiléen, alors, par transitivité, on en a déduit que le référentiel du point rouge est aussi galiléen. Et là, en fait, ça va nous être utile parce qu'en fait, il existe, grâce à ce résultat, une infinité de référentiels galiléens. Donc, ça veut dire qu'on peut en créer autant qu'on veut juste par translation, juste par translation uniforme, en fait, à une vitesse uniforme, rectiligne, on peut créer des nouveaux référentiels galiléens. Maintenant, on va s'attarder un petit peu sur cette notion de force. Alors, une force, tout le monde a déjà fait l'expérience de la force. Hein. On est scotché au sol à cause de la gravité. Euh, quand on prend deux aimants et qu'on les met face à face, en général, ils vont se repousser. Donc, une force, c'est l'action qui va modéliser l'interaction mécanique ou l'interaction toute simple entre deux objets. Elle va toujours être présentée sous la forme d'un vecteur. Nous, on a plusieurs types de forces il y a deux types de forces qu'on peut voir macroscopiquement. C'est la force gravitationnelle, donc c'est vraiment celle qui nous attire vers le centre de la Terre, et la force électromagnétique. La force électromagnétique, elle est présente de partout, dans les circuits électriques, dans le magnétisme, la lumière fait partie de la notion d'électromagnétisme. Et c'est elle aussi, quand on regarde donc le petit schéma à droite, c'est elle qui va permettre, imaginons qu'on ait cette masse M qui est attirée vers le sol par la gravité. Imaginons qu'elle est posée sur une table, et bien en fait le fait que la masse M ne traverse pas la table, c'est parce que la table, au niveau du contact entre la table et la masse M, il y a une répulsion électromagnétique qui se fait, et donc qui vient créer une force normale. Et en fait, cette répulsion électromagnétique, elle est due aux atomes qui composent la masse M. Les nuages électroniques qui sont de charge négatif viennent en fait se choquer contre les nuages électroniques des atomes composant la table. Et comme ils sont tous les deux négatifs, comme les deux nuages électroniques sont négatifs, en fait, ils se repoussent. Ils ne peuvent pas s'interpénétrer. Et donc, ce qui crée une force normale qui empêche la masse M de rentrer dans la table. Maintenant, un des principes, enfin, des équations les plus importantes de la physique, c'est celle qui nous est donnée par le principe fondamental de la dynamique, qu'on appelle la seconde loi de Newton. La seconde loi de Newton, elle nous dit que dans un référentiel galiléen, la quantité de mouvement qu'on a pu définir précédemment, donc P est égal à mv, d'un point matériel obéit à la loi d'évolution suivante, qui dit que la dérivée de P par rapport au temps, donc la dérivée de la quantité de mouvement, est égale à la somme des forces extérieures. On peut réécrire, on sait que P est égal à mv, donc dp dt est égal à d dt mv, et donc d m, pardon, excusez-moi, m dv dt, et donc est égal à la masse fois l'accélération. C'est ce qu'on retrouve ici. On peut aussi isoler l'accélération et l'écrire de cette façon-là. Donc cette équation, en fait, elle nous donne
elle nous donne que l'accélération, en fait, va dépendre, l'accélération d'un corps va dépendre des forces qui lui sont appliquées dessus. Et on a vu au chapitre précédent que l'accélération, lorsqu'on intégrait l'accélération, on pouvait retrouver la position de l'objet. Et donc cette équation, enfin cette loi, cette seconde loi de Newton, nous permet d'obtenir une équation, en général différentielle, dont l'inconnu est le déplacement et la trajectoire de notre objet. Et donc en résolvant cette équation différentielle, on va pouvoir comprendre comment l'objet évolue dans le temps en fonction des différentes forces qui lui sont appliquées dessus. Et pour ça, on a une méthodologie qui nous permet d'étudier de façon propre les problèmes de mécanique. Donc dans un premier temps, il faut qu'on explicite le système à étudier. Donc quel est le système qu'on étudie? Est-ce une balle? Est-ce la masse d'un oscillateur? La masse d'un pendule? Il faut toujours l'expliciter. Ensuite, on choisit un référentiel. Donc pour ce chapitre, bien souvent, on choisit un référentiel galiléen un référentiel terrestre, pardon, qu'on suppose galiléen, pour qu'on puisse appliquer les lois de Newton dessus. Une fois qu'on a notre référentiel, on va se donner un système de coordonnées, comme on en a vu au chapitre 1, donc cartésien, cylindrique, en parenthèse polaire ou sphérique. Ensuite, on fait un bilan des forces, donc on liste l'intégralité des forces qui s'appliquent sur notre système. Donc pour la balle, par exemple, imaginons on lance une balle, et ben il y a quoi? Il y a le poids qui s'applique dessus et potentiellement les forces de frottement. On écrit ensuite le PFD, qui est que la somme des forces est égale à la masse fois l'accélération de notre objet. Et ensuite, on obtient en général, pas toujours, mais on obtient une équation, bien souvent une équation différentielle, qu'on peut résoudre pour obtenir la position de notre objet en fonction du temps. Donc, maintenant, on va pouvoir donner un petit exemple, en fait, de la résolution du PFD, mais en général, vous savez faire ce petit calcul-là qui est fait au lycée. Mais on va vraiment utiliser la méthodologie que j'ai donnée précédemment pour s'assurer que tout le monde ait bien compris. Donc ici, on a un bonhomme à hauteur h qui lance une balle par terre. Et on veut déterminer la position de cette balle en fonction du temps. Donc le système qu'on étudie, c'est la balle. On se place dans le référentiel du laboratoire. Qu'on va supposer galiléen pour qu'on puisse appliquer les lois de Newton dessus. On se place dans le repère cartésien plan, donc UY, UX. En termes de bilan des forces, on a P qui s'applique sur la balle et on a seulement P. On considère qu'il n'y a pas de force de frottement dans cet exemple-là pour pouvoir simplifier l'écriture des équations. Et donc P c'est moins mg UY, en s'assurant que UY est bien orienté vers le haut. On applique alors le PFD. Le PFD c'est la somme des forces extérieures qui est égale à la masse fois l'accélération. Or, on a vu que la somme des forces extérieures, c'était seulement le poids. Donc, moins mg uy, qui va être égal à m a. Alors, on peut en fait simplifier les deux m, les masses. C'est lié au fait qu'on va considérer que la masse inertielle est égale à la masse gravitationnelle. Ça, c'est quelque chose qu'on va sûrement voir, que vous allez voir dans les années précédentes. Je ne vais pas rentrer dans les détails là, mais globalement, on dit que la masse inertielle est égale à la masse gravitationnelle, ce qui nous permet de simplifier la masse. Ce qui nous donne donc que l'accélération est égale à moins g selon uy. Et donc là, on va résoudre notre système, on va projeter sur uy notre système d'équation, donc qui est vraiment simple. Et donc on a l'accélération selon y qui est égale à moins g. On va intégrer, donc vy est égal à moins gt plus une constante d'intégration.
Or, on va considérer qu'il n'y avait pas de vitesse initiale. Donc, Vy à t égale à 0 est égal à 0. Donc, c'est aussi égal à C1 égale à 0. On remplace t par 0. Et donc, ça fait C1 égale à 0. Donc, on a bien Vy est égal à moins gt. Et on intègre Vy, ce qui nous donne y qui est égal à moins gt carré divisé par 2 plus c2. Et là, on considère que on a dit que la balle était lancée à une hauteur h, donc y de 0 est égal à h, qui est égal à c2. Et on retrouve que y de t est égal à moins gt carré sur 2 plus h. Et là, vous pouvez faire une petite analyse dimensionnelle pour se rendre compte que tout est à la dimension d'une longueur. Et on retrouve bien que plus le temps avance, plus cette quantité se réduit, dû au fait qu'on a un signe moins. Et donc c'est bien ce qu'on s'attend, hein, c'est que la balle va à un moment, va tomber vers le sol et va toucher le sol à un moment. Très bien. On va maintenant sur aussi un exemple simple, enfin celui du pendule simple en fait, et on va se placer cette fois-ci dans un repère cylindrique. On va faire notre étude dans un repère cylindrique. Là, ça va être un peu plus complexe qu'une simple balle qui chute. Donc, on explicite le système à étudier. On va considérer que notre système, c'est la masse, de masse m. On va se placer dans le référentiel du laboratoire, supposé galiléen. Encore une fois, ça va nous permettre d'appliquer les lois de Newton. En termes de bilan des forces, le système des coordonnées. Donc on se place dans un système de coordonnées cylindrique, comme un pendule. En fait, un pendule, son mouvement, c'est ça, quoi. Ça va osciller. Au niveau du système de coordonnées, donc on se place un mouvement cylindrique. En fait, c'est un coordonné. C'est ce qu'on appelle les coordonnées polaires quand c'est plan. Quand le mouvement est plan, on considère juste selon EL et Eθ. Le bilan des forces, donc on a le poids qui s'applique, donc mg selon mg selon uy, et on a la tension du câble qui retient notre masse ici, qu'on va écrire pour l'instant moins t selon EL. Donc le PFD, on peut l'écrire comme somme des forces extérieures qui est égale à la masse fois l'accélération, et donc qui est égale à mg moins t suivant EL. Et là, on se rend compte d'une petite difficulté. C'est que le poids, quand on l'écrit, mg, il est égal à mg selon uy, et nous, on se place dans un système cylindrique. Et donc, il va falloir qu'on exprime uy dans EL et Eθ. Donc, il faut exprimer uy dans EL et Eθ. Donc, on a ici notre vecteur poids. On retrouve θ ici, l'angle θ. Et donc, quand on projette le poids sur EL, on a P qui est égal à mg cos θ sur EL. Et quand on projette sur Eθ, on a moins mg sinus θ de Eθ.
Et donc là, on peut réécrire le principe fondamental de la dynamique, MA, qui est égal à mg cos θ selon EL, moins mg sin θ selon Eθ, moins T, la tension du fil, selon EL. On va pouvoir maintenant résoudre notre système. Alors on a vu dans le chapitre précédent que l'accélération en coordonnées cylindriques, ça s'écrivait quand on se place seulement en polaire, donc sans la coordonnée EZ, c'est R point point moins R point θ carré EL plus 2R point θ point plus R θ point point selon Eθ. Or ici, L, on va le considérer comme constant. Et donc, R point point, c'est nul, et R point, c'est aussi nul. Donc on peut simplifier par l'accélération, qui est égale à moins R θ point carré EL, plus R θ point point E θ. Et là, on va pouvoir projeter notre PFD, qui est ici. On va le projeter seulement selon EL, selon Eθ, pour commencer. Donc, on projette notre PFD selon Eθ. Et on a donc l'accélération selon θ qui est égale à R θ point Eθ. Hop, je vais enlever les vecteurs comme on l'a projeté, qui est égal donc à moins mg sin θ qui est égal à moins mg sin θ. Et là, il ne faut pas oublier la masse. Hop. Et donc, on a les m qui se simplifient. On fait passer ça de l'autre côté et on peut écrire que θ point est égal à moins gl sin θ, donc le r est égal à L, ce qui est donc égal à θ2 point plus gl sin θ est égal à 0. Et dans le cas de l'approximation des petits angles, donc on considère que les oscillations ne sont pas trop importantes, qui sont légèrement proches de l'axe UY, on a que sin θ est environ égal à θ pour θ très petit par rapport à 1. Et donc on peut réécrire notre équation comme θ2 point plus g sur L, θ est égal à 0. Et là on a une équation différentielle qui lorsque elle sera résoute, pourra nous donner θ en fonction du temps. Ça nous donnera l'information des oscillations de notre masse. Ça, on va pouvoir le faire dans les vidéos consacrées aux exercices. Très bien. Maintenant, il y a une autre notion qui était importante pour moi de vous en parler, c'est la notion en fait des lois de Coulomb, les forces de frottement. Là, on a considéré plutôt que bien souvent que les forces de frottement, qu'on était sur la glace, et donc qu'il n'y avait pas de force de frottement. En réalité, dans la nature, dès qu'il y a un contact, dès qu'il y a deux systèmes qui sont en contact l'un et l'autre, il y a toujours du frottement. Ce frottement, il dit à quoi? Eh ben, on a vu qu'il est sous forme, de deux composantes. La composante normale, qui est due au fait que là, la balle ou la boule ne peut pas pénétrer son support parce qu'il y a les forces électromagnétiques des atomes à la surface du support et de la boule qui viennent créer une répulsion. Et donc ça forme une composante normale, mais il y a aussi une partie tangentielle qu'on appelle la force de frottement et qui est due au fait que lorsqu'on zoome en fait entre le support ici en jaune
et la boule, par exemple, en gris, et ben en fait, les surfaces ne sont pas totalement lisses. Il y a plein d'aspérités. Et ces aspérités viennent en fait frotter les unes contre les autres, et ça crée en fait une résistance. Et donc, on vient modéliser cette résistance en fait du mouvement par une force tangentielle qu'on appelle la force de frottement. Imaginons un petit exemple, en fait, imaginons qu'on ait ici une masse qui est attachée à une poulie, elle-même attachée à une masse, qui est entraînée par la gravité. Quand la masse est faible, bah on fait tous l'expérience que notre grosse masse bleue va pouvoir résister, elle ne va pas bouger. Mais à un moment, lorsque la masse jaune ici devient trop importante, alors notre masse bleue va continuer à bouger et elle va glisser. Ça, en fait, on peut le modéliser mathématiquement. On va donner donc un point matériel qui a un contact avec un support immobile. Il va exister deux situations. La première situation, c'est que le point est immobile. Alors la force de frottement T va vérifier la condition que la norme de T est inférieure à un coefficient F, qui s'appelle le coefficient de frottement, fois la norme de T. Là, avec ça, en général, on ne peut pas y faire grand-chose. On verra que dans les exercices prochains qu'on peut travailler avec cette inégalité. Mais le plus important, c'est que si le point matériel est en mouvement, alors la force de frottement, la norme de la force de frottement T, vérifie F fois la norme de la normale. Donc la normale, en général, on peut la calculer avec le poids, bien souvent. Et donc ça nous permet ensuite de calculer, en connaissant F, la force de frottement. Et ça, on va le traiter dans l'exercice 1, avec une masse sur un support plan. Et on va se rendre compte qu'elle va glisser, mais qu'elle va être ralentie. Enfin, qu'elle va glisser suivant un angle, en fait. Elle va pas glisser, si l'angle θ est petit, elle va pas glisser, mais à un moment, on va se rendre compte que la masse va glisser. Puisqu'on aura atteint cette condition-là. Très bien. Maintenant, il nous reste plus que le dernier principe. Donc le principe des actions réciproques, qui est la troisième loi de Newton. Et qui de mieux que Newton pour nous expliquer ce que c'est. Donc c'est tiré de son livre Principia Mathematica. Donc c'est le livre où il a exprimé ces lois de Newton au XVIIe siècle. Et il nous dit que l'action est toujours égale et opposée à la réaction. C'est-à-dire que les actions de deux corps l'un sur l'autre sont toujours égales et dans des directions contraires. Essayez avec un ami de vous pousser, bah vous verrez que vous ressentirez la force de votre ami. Si vous êtes immobile, vous avez l'impression que votre ami vous pousse et vous vous poussez aussi et vous êtes immobile. Et on peut le modéliser mathématiquement en disant que tout corps A, exerçant une force sur un corps B, subit une force d'intensité égale, de même direction mais de sens opposé, exercée par le corps B. Donc la force de A sur B est égale à l'opposé de cette force-là, donc est égale à moins F moins la force de B sur A. Et ça, en fait, on peut le démontrer de façon plutôt rapide avec la conservation de la quantité de mouvement. Donc imaginons notre système AB, et donc il y a une force F de A, F de B sur A et F de A sur B. Et il n'y a que ces forces-là qui s'appliquent, il n'y a pas d'autres forces extérieures. Ok. Donc, s'il n'y a pas d'autres forces extérieures, mais que celles-là qui s'appliquent, on peut écrire la conservation de la quantité de mouvement. Donc, on peut écrire que la quantité de mouvement de A plus la quantité de mouvement de B sont égales à une constante. Comme elle reste constante s'il n'y a pas d'autres forces extérieures. Donc, on peut dériver tout ça. Donc, ça fait dPA plus dPB par rapport au temps, qui est égal à 0. C'est égal à 0, comme on sait que
la somme des deux forces est une constante. Donc la dérivée d'une constante, c'est égal à 0. Or, avec la seconde loi de Newton, on sait que c'est égal à F de A sur B plus F de B sur A, qui est égal à 0. Et donc on fait passer une des deux forces de l'autre côté pour écrire F de A sur B est égal à moins F de B sur A. Très bien. Et bien là on va pouvoir faire un petit bilan de ce qu'on a vu. Donc on a pu voir la notion de masse qui reflétait en fait la difficulté d'imprimer un mouvement sur un objet. Donc plus le mouvement, plus l'objet est massif, plus cet objet est massif, plus il est difficile, plus il faut de la force pour le faire bouger. C'est ce que quantifie cette notion de masse. On a vu la notion de quantité de mouvement d'un objet en mouvement, donc qui est égal à P est égal à M fois V. Il ne faut pas oublier que ce sont des vecteurs. On a pu voir que dans certains cas, dans les cas où notre système est isolé, on a une conservation de la quantité de mouvement. On a pu voir la première loi de Newton qui nous permettait d'introduire le concept de référentiel galiléen et le principe d'inertie qui nous dit que lorsque la somme des forces sur l'objet est égale à 0, appliquée sur l'objet est égale à 0, alors le mouvement est rectiligne et uniforme. Ensuite, on a pu voir la seconde loi de Newton, qu'on appelle aussi le principe fondamental de la dynamique, ou le PFD, qui nous dit que la somme des forces est égale à la dérivée par rapport au temps de la quantité de mouvement, qui donc est égale à la masse fois l'accélération. Donc plus la masse d'un objet est importante, plus pour accélérer cet objet, il faut mettre de la force. On a pu voir la loi des actions réciproques, qui est la troisième loi de Newton, qui nous dit que la force de A sur B est égale à l'opposé, donc est égale à moins F de B sur A. Et on a pu voir la notion des lois de Coulomb, qui nous donne deux cas. Donc un cas, un mouvement, où il nous fournit l'égalité que la norme de la force de frottement est égale à F fois la norme de la force normale. Et s'il n'y a pas de mouvement, si immobile, alors la norme de la force de frottement est inférieure à au coefficient F fois la norme de la normale. Très bien. Donc là, on va faire... j'ai 3 exercices qui vont être prévus pour pouvoir illustrer en fait ce chapitre. Le premier exercice, donc c'est le glissement sur un plan incliné. Donc on va voir qu'une masse M va glisser à partir d'un certain θ. Ensuite, on va voir l'oscillation d'un anneau dans un cerceau, puis le glissement d'un enfant sur un igloo. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, et puis à la prochaine.